Les 4 piliers du management collaboratif, les 4 C. Le management collaboratif repose sur 4 piliers qui sont la confiance, la convivialité, la co-créativité, le choix. La confiance et la convivialité sont une réponse aux limites de pratiques managériales devenues inopérantes. Tandis que la co-créativité et le choix sont un alignement aux valeurs, aux systèmes et aux attentes émergents. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les 4 piliers du management collaboratif ainsi que les principes qui les sous-tendent. Et chaque principe sera illustré d'exemples réels et vous aurez la possibilité d'évaluer le niveau d'intégration du principe à votre culture et votre organisation de manière à identifier d'éventuels axes d'amélioration. Avant de poursuivre la vidéo et de découvrir les 4 piliers du management collaboratif, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la cloche d'alerte et de laisser un commentaire si vous avez apprécié le contenu. Ceci dit, voici les 4 piliers du management collaboratif et leurs principes. Le premier pilier du management collaboratif, la confiance. La confiance est une croyance spontanée ou démontrée de la valeur, morale, affective ou professionnelle, d'une personne qui fait que l'on est incapable d'imaginer de sa part de la tromperie ou de la trahison. Le renforcement de la confiance est favorisé par 4 principes. Principe numéro 1, le sens. Le sens peut se définir comme une direction vers laquelle toutes les énergies doivent s'orienter mais aussi le but ultime de la raison d'être de l'entreprise, de sa valeur, de sa particularité, de ce qu'elle apporte à son environnement. L'engagement d'une personne dépend fortement du sens qu'elle donne à sa contribution. Mobiliser par le sens suppose, non seulement d'afficher une vision mais aussi d'animer par la finalité, pourquoi, plutôt que par l'activité. Exemple de Google. Google affiche clairement sa vision, organiser le monde de l'information et le rendre universellement accessible et pertinent. Principe numéro 2, l'authenticité. La sincérité, la transparence et l'authenticité dans les relations contribuent à renforcer la confiance entre les acteurs de l'entreprise. La méfiance est le résultat, soit d'une peur ou d'une appréhension de l'avenir, soit d'un doute de l'information ou de la véracité d'un comportement. Dans tous ces cas, il importe d'instaurer un processus qui favorise l'expression des interrogations et qui permette aux intéressés d'avoir des réponses honnêtes. Exemple. En Inde, HCL Technologies a mis en place un forum, UI, afin d'inciter chaque salarié à poser aux dirigeants des questions de quelque nature que ce soit positives et négatives ou à formuler leur point de vue sur les critiques ou les compliments. Ce système a permis de développer la considération, ainsi les dirigeants sont à l'écoute et répondent aux questions et aussi la direction accepte de reconnaître qu'elle n'a pas la réponse à tout. Principe numéro 3, la proximité. La proximité qui est un des principes de la confiance repose sur la capacité à pouvoir échanger et partager avec les personnes concernées rapidement et simplement, quel que soit le statut ou la fonction. Cela suppose d'être aux côtés de ses équipes. Exemple. Ray Davis, PDG de 1K Bank, banque américaine, permet à chaque salarié de lui adresser un courriel et réponse sous 24 heures. Il est accessible au moyen d'un téléphone argenté installé dans le hall de chaque établissement raccordé à sa ligne directe, cela oblige les managers à en faire de même. WL Gore et Associés est structuré en petites unités qui ne dépassent pas 150 personnes, 2 cents au maximum. D'après les travaux de l'anthropologue britannique Robin Dunbar, 150 semble correspondre au nombre maximal de personnes avec lesquelles l'être humain peut avoir une authentique relation sociale. Principe numéro 4, la valorisation. Il s'agit de reconnaître la contribution du salarié, non pas en fonction de son statut mais de sa valeur ajoutée. La valorisation peut s'exprimer sous différentes formes telles que la reconnaissance auprès d'un groupe, l'association à un projet transverse, l'intégration à un cycle dédié au potentiel. Une personne sera d'autant plus en confiance qu'elle constatera que ses efforts et sa contribution sont reconnus. Exemple. Chez Nestlé au Japon, les opérateurs des centres d'appel sont considérés comme des cadres et non pas comme du « petit personnel », car ils sont au cœur de la relation client et sont à l'origine de l'identification d'axes d'amélioration. Le deuxième pilier du management collaboratif, le choix. Le choix peut être résumé comme la liberté donnée à une personne à s'engager de manière volontaire, en connaissance de cause et en assumant les conséquences. Le renforcement du choix est favorisé par 4 principes. Principe numéro 1, l'engagement. Un bon niveau de collaboration repose sur l'envie manifeste et partagée de s'impliquer en toute connaissance de cause. C'est à cette condition que le contrat doit être signé et régulièrement revisité. Plusieurs moments sont propices à cette évaluation, au moment de la sélection d'un candidat, à l'issue de la période d'essai, lors du parcours d'intégration, lors des entretiens d'évaluation et des entretiens de carrière. Exemple. Chez Zapo.com, aux États-Unis,
les nouvelles recrues suivent au début de leur intégration une formation de 4 semaines, The Offer, centrée sur les valeurs et le fonctionnement de l'entreprise. À la fin de la 2e semaine, les salariés ont la possibilité de se désengager de l'entreprise, moyennant une indemnité de $2000. Aux États-Unis, Facebook vient de mettre en place un programme baptisé « Hackamont » afin de permettre à des salariés volontaires qui s'ennuieraient ou souhaiteraient évoluer de rejoindre une équipe de leur choix pendant un mois. Libre à eux à l'issue de ce mois de rester ou de reprendre leur ancien poste, si l'équipe d'accueil est d'accord, bien entendu. Principe numéro 2, la liberté. Il s'agit de la latitude laissée aux salariés de s'organiser comme ils le souhaitent pour atteindre leurs résultats. La liberté porte sur le « comment » organisation du travail, et non sur le « quoi » mission, et le « pourquoi » finalité, et doit faire l'objet d'une négociation préalable. Exemple. Chez SAS, Société de Business Analytics, les salariés peuvent adapter leurs horaires comme ils le souhaitent en fonction de leur rythme de créativité ou de leur source d'inspiration. Chez Google, les ingénieurs peuvent consacrer 20% de leur temps à des initiatives qui ne relèvent pas du cœur de métier, sans aucune supervision. Cette stratégie permet de développer plus d'options stratégiques, plus de la moitié des lancements de nouveaux produits découlent de ces 20%, Google Earth, Gmail, et de conserver les meilleurs collaborateurs. Principe numéro 3, la responsabilité. Si l'accent mis sur le bien-être est un des fondements du management collaboratif, sa contrepartie est la responsabilité. Elle se traduit par la capacité d'une personne à assumer ses actes, que les résultats soient positifs ou négatifs. Exemple. Chez Sanco, au Brésil, 70% des salariés déterminent eux-mêmes leur salaire selon 4 critères. Premier critère, ce qu'ils pensent pouvoir gagner ailleurs. Deuxième critère, ce que gagnent leurs collègues ayant des responsabilités similaires. Troisième critère, ce que gagnent leurs amis ayant des formations comparables. Quatrième critère, ce dont ils ont besoin pour vivre et selon ce qu'ils souhaitent apporter à l'entreprise. Si le résultat n'est pas atteint, le salarié doit se justifier auprès de tout le groupe et non auprès de son responsable. Le regard du groupe est plus dissuasif que celui de son patron, semble-t-il. Principe numéro 4, la flexibilité. Les entreprises doivent apprendre à remettre en cause ou assouplir leur mode d'organisation. Par ailleurs, l'innovation ne peut se faire que par l'expérimentation, ce qui doit amener les entreprises à autoriser les salariés à explorer de nouvelles pratiques, de nouveaux procédés. La flexibilité repose également sur une réallocation des ressources permanentes au regard des événements imprévus. Exemple. Chez Sanco, au Brésil, l'entreprise est constituée en cellules de production, aux activités déspécialisées pour faciliter la flexibilité au regard des flux d'activité. Cela va à l'encontre du cloisonnement par métier. Le troisième pilier du management collaboratif, la coopération. La coopération désigne l'idée d'agir, de travailler conjointement avec une personne ou plusieurs autres personnes. Le renforcement de la coopération est favorisé par 4 principes. Principe numéro 1, le soutien. Le soutien psychologique et technique est l'un des piliers de la prévention des risques psychosociaux. Se sentir soutenu permet d'être rassuré et facilite le développement professionnel. Exemple. Chez Cofidis, les 200 managers peuvent bénéficier d'un soutien de la part de 7 managers dûment formés aux techniques de coaching afin d'être aidés dans la résolution de problématiques managériales. Il est parfois plus facile de se dévoiler à un collègue qu'à son responsable hiérarchique par peur d'être jugé et sanctionné. Principe numéro 2, la co-créativité. Les innovations viennent rarement d'une seule personne mais plutôt d'un processus d'agrégation d'idées échangées entre plusieurs personnes. La co-créativité consiste à autoriser chaque personne dans l'entreprise, quel que soit son statut ou son métier, à émettre de nouvelles idées. Cette démarche est souvent parallèle au processus décisionnel traditionnel et permet d'éviter les rétentions d'informations ou les blocages d'un manager avide de pouvoir. Exemple. Chez Orange, InClick, réseau social interne, est une plateforme qui permet à chaque salarié d'exprimer une idée d'amélioration ou une nouveauté. En 3 ans, 93 000 idées ont été déposées. Après étude, 7500 projets ont été déployés avec l'auteur des idées et ont permis à Orange d'économiser plus de 600 millions. Principe numéro 3, la complémentarité. L'évolution d'un groupe passe par les apports réciproques des différents membres du groupe entre eux, en tenant compte de l'âge, de la culture, de la formation et du sexe.
Il faut noter que la conformité et la modélisation freinent l'innovation et aussi il faut noter que la diversité est très souvent source d'enrichissement et il importe de favoriser les échanges de points de vue, d'expériences et de compétences, tandis que la mobilisation de la somme des talents individuels optimise la performance collective. Exemple, Danone a mis en place un projet intitulé « Reverse Mentoring » au sein duquel les juniors apprennent aux seniors à utiliser les réseaux sociaux externes afin de leur permettre de sélectionner l'information qui leur est utile dans le cadre de leur mission. Principe numéro 4, la transversalité. La transversalité horizontale entre fonctions et verticale entre niveaux hiérarchiques facilite la réactivité, la résolution des problèmes, l'innovation et la bonne entente. Au contraire, la division du travail et le cloisonnement freinent la collaboration et favorisent les luttes de pouvoir. Le rationnel divise alors que le relationnel réunit. La transversalité consiste à faire tomber les barrières afin de renforcer la solidarité et l'esprit d'équipe. Exemple. Renault a adopté le « management orbital », notamment pour la Twingo dont le principe consiste à mobiliser tous les métiers en amont d'un projet afin de les faire travailler ensemble et au même moment sur les contraintes et la résolution des dysfonctionnements. Basé sur la « politique des petits pas », chaque contributeur intègre progressivement les difficultés et identifie au plus tôt les impacts des décisions sur son métier, favorisant ainsi l'apprentissage collectif. Le quatrième pilier du management collaboratif, la convivialité. La convivialité désigne la qualité et le caractère positif et agréable des relations entre personnes. Le renforcement de la convivialité est favorisé par 4 principes. Principe numéro 1, l'ambiance. L'atmosphère de travail, fortement influencée par les valeurs, l'organisation et la nature des relations entre les acteurs de l'entreprise contribue à l'épanouissement des salariés. Il s'agit tout autant de l'infrastructure que des conditions de travail. Les enjeux du management de demain reposent sur l'aptitude à créer un bon climat de travail. Exemple. Chez Google, tout est fait pour que l'environnement professionnel soit agréable, ludique et fonctionnel. Les repas sont gratuits, il existe une piscine, un centre de gymnastique et de massage, un mur d'escalade, des billards et des tables de ping-pong. Des parties sont organisées toutes les semaines et les chiens sont acceptés. Principe numéro 2, le plaisir. Au-delà de l'ambiance et du cadre de travail, le plaisir éprouvé à réaliser ces activités est une des conditions majeures de la performance d'une personne. Il s'agit ici de se concentrer davantage sur ce que la personne aime faire qui est le talent que sur ce qu'elle sait faire qui est la compétence. Il vaut mieux miser sur ses points forts que lutter contre ses points faibles. Exemple. Les recruteurs d'OVH privilégient des candidats passionnés à des personnes diplômées ou expérimentées car ils estiment que leur cœur de métier repose sur une capacité à inventer le futur et non à reproduire le passé. L'appréhension de l'incertitude et de la complexité est plus aisée lorsque l'on aime son job. Principe numéro 3, la célébration. L'organisation d'événements tels que les vœux d'anniversaire, la réussite d'une stratégie, la fin d'un projet, permet à l'entreprise de renforcer les liens et de solidifier le sentiment d'appartenance. Les célébrations sont souvent des moments privilégiés où les salariés peuvent se découvrir autrement qu'à travers le rôle qu'ils incarnent dans l'entreprise. Exemple, l'échec d'un nouveau business uni a conduit le fondateur d'un TUI éditeur de logiciels à organiser une fête de la défaite pour célébrer publiquement les leçons tirées de 18 mois d'efforts infructueux. Cela permet de dédramatiser l'échec considéré comme une source d'apprentissage et d'éviter les rumeurs négatives d'où l'échec est officialisé et accepté. Principe numéro 4, l'équilibre. D'une manière générale, le bien-être s'obtient lorsqu'une personne a trouvé son équilibre au sein de ses différents domaines de vie. Ça peut être au travail, en famille, en soi, sur le réseau social, dans un domaine sportif, ou dans un groupe de divertissement. C'est toujours dans l'excès que se trouve le problème. Être gentil est une bonne chose, être trop gentil revient à être dépendant. Être courageux est une vertu, être intrépide peut s'avérer dangereux. Consacrer du temps à son travail est important, se sacrifier pour son travail risque de mettre en péril sa vie personnelle et avoir des conséquences négatives sur sa performance professionnelle. Exemple. Alstom, France Télécom et Areva ont signé des accords interdisant de fixer les heures de réunion au-delà de 18 heures. Voilà là les 4 piliers de management collaboratif. En conclusion, excepté si l'entreprise se crée sur ce modèle, la transition vers un mode de management collaboratif doit se faire progressivement. Il vaut mieux privilégier la politique des petits pas plutôt que de se lancer dans une réforme globale plutôt que de s'engager dans une réorganisation en cellules, développer dans un premier temps la co-créativité ou renforcer la proximité de votre management, ce sera déjà très bien.
Contrairement aux autres modes de management, il n'existe pas de modèle ou de méthode. Il s'agit avant tout d'un état d'esprit, d'une autre vision du travail. Chaque nouvelle pratique collaborative doit être le fruit d'échanges et d'expérimentation. Et vous, où en êtes-vous? À bien y réfléchir, ces 4 piliers sont du bon sens paysan et demandent très peu d'investissement financier. Mais c'est parce qu'ils remettent en cause l'ordre établi qu'il est difficile de les intégrer. Le management collaboratif est davantage une démarche communautaire que collectiviste. Nombre de dirigeants y aspirent mais constatent souvent une levée de boucliers de leur management. C'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner à cette chaîne YouTube, d'activer la cloche d'alerte pour recevoir des nouvelles vidéos et de laisser un commentaire si vous avez apprécié le contenu de la vidéo. Entretien d'embauche, le top 10 des questions. Vous êtes débutant à la recherche d'emploi? Ou vous êtes déjà employé dans une entreprise et vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi pour des nouveaux challenges et pour accès rapide à des responsabilités avec une volonté de développement de carrière ambitieuse. Vous devez savoir que pour décrocher un poste, vous ne pourrez pas échapper au traditionnel entretien physique ou téléphonique. Durant cette étape importante du processus de recrutement, le recruteur pose de nombreuses questions afin de tester la capacité de raisonnement du candidat, mais aussi de mettre en lumière ses points forts et ses points faibles. Lors de l'entretien de recrutement, certaines questions posées sont incontournables, indépendamment de votre profil ou de votre expérience professionnelle. Si elles peuvent paraître classiques, une bonne préparation reste néanmoins essentielle pour les aborder sans stress et ne pas commettre d'erreurs. Découvrez dans cette vidéo captivante les principales clés et quelques bonnes astuces pour mettre toutes les chances de votre côté dans notre top 10 des questions les plus posées en entretien. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de cliquer sur j'aime, d'activer la cloche d'alerte et de laisser un commentaire si vous avez apprécié le contenu. Voici le top 10 des questions qui reviennent souvent dans un entretien d'embauche. La première question, parlez-moi de vous. Parlez-moi de vous, ou pouvez-vous vous présenter, est généralement la première question posée en entretien de recrutement. Votre interlocuteur attend en général une présentation succincte et chronologique de votre parcours professionnel. Il s'agit pour lui de valider les informations mentionnées sur votre curriculum vitae. Si vous êtes un jeune cadre, la meilleure façon de répondre est d'évoquer en premier lieu votre formation pour présenter ensuite votre dernier emploi en détail, sans oublier vos éventuels stages. En revanche, si vous êtes un cadre expérimenté, le recruteur s'attend à une présentation plus simple et résumée des principaux postes occupés en insistant seulement sur les expériences les plus importantes en fonction du type de poste auquel vous avez postulé. La deuxième question, que savez-vous de notre entreprise? Hormis si vous êtes reçu par un cabinet de recrutement, l'entreprise auprès de laquelle vous postulez s'assurera de l'intérêt que vous lui portez. Les recherches effectuées avant l'entretien ou lors de la rédaction de votre lettre de motivation vous seront alors d'une grande aide. Que vous soyez jeune cadre ou cadre expérimenté, il faut toujours vous présenter en entretien en ayant une connaissance globale de l'entreprise, de son organisation, de sa culture, de ses valeurs, de son activité principale, voire même du service que vous souhaitez intégrer. La troisième question, en quoi le poste à pourvoir vous intéresse-t-il? En posant cette question, le recruteur cherche à vérifier la motivation du candidat. C'est le moment de signifier votre intérêt pour le poste en vous appuyant sur des éléments concrets. Si l'entretien a été sérieusement préparé, vous avez déjà probablement fait correspondre les missions listées dans l'annonce avec des projets ou dossiers qui vous ont stimulé lors de vos derniers postes. La quatrième question, exposez-moi un projet professionnel dont vous êtes particulièrement fier et inversement. Il s'agit là d'une déclinaison de la question sur les qualités et défauts. Au travers d'un projet particulièrement réussi à vos yeux, mettez en avant vos points forts aussi bien comportementaux, soft skills que techniques. Le recruteur souhaite ici savoir si le candidat aime le travail en équipe, s'il a une personnalité de leader, s'il est force de proposition, ou capable de dépasser des situations complexes par exemple. Pour vos points faibles, parlez des axes d'amélioration, plutôt que de défauts, tout en veillant à respecter un certain degré d'honnêteté. La cinquième question, comment envisagez-vous votre carrière? Cette question fait partie des questions pièges en entretien d'embauche. Elle permet de déterminer si le candidat s'est fixé des objectifs à long terme. Il faut à la fois rester humble mais aussi montrer que vous avez suffisamment d'ambition pour vous projeter dans le temps. Il faut également que vos objectifs professionnels soient en adéquation avec les possibilités d'évolution offertes par l'entreprise afin que votre interlocuteur puisse se projeter avec vous. Renseignez-vous alors via le site de l'entreprise par exemple ou en effectuant quelques recherches sur les réseaux sociaux professionnels. Et n'hésitez pas à poser en entretien la question des évolutions possibles du poste. La sixième question, pourquoi êtes-vous le candidat idéal? Par cette simple question, le recruteur s'assure que vous avez bien compris les missions et les enjeux du poste à pourvoir.
il est conseillé d'évoquer des exemples de projets ou de réalisations qui font appel aux compétences recherchées. Prouvez votre motivation en vous projetant dans le poste proposé au travers de missions réalisées lors des expériences les plus significatives de votre carrière. Faites attention toutefois à ne pas faire preuve de trop de confiance. Même si vous pensez avoir toutes les compétences requises pour obtenir le poste et répondre aux besoins de l'entreprise. La 7e question, êtes-vous un leader? Le recruteur attend ici des cas concrets où vous avez dû faire preuve de leadership. Vous avez été chef de projet sur un dossier difficile et avez réussi à le mener à bien grâce à vos qualités relationnelles? Vous avez dû faire preuve d'un réel sens de la communication pour annoncer à votre équipe des changements organisationnels? Prouvez votre leadership en cherchant dans votre expérience passée les meilleurs exemples. La 8e question, parlez-moi de votre ancien employeur. N'y voyez aucun piège. Il s'agit là de dresser un bilan des aspects positifs de votre ancien poste. Soyez le plus factuel possible en énumérant les compétences acquises, les relations avec vos anciens collègues, les réalisations d'équipe. Le recruteur cherche simplement à connaître l'expérience que vous avez pu acquérir au sein de la structure. Ne dénigrez en aucun cas votre ancienne entreprise ou votre ancien chef, c'est en général assez mal perçu et peut être un frein pour les prochaines étapes du processus de recrutement. La 9e question, quelles sont vos prétentions salariales? Pour cette question délicate et fréquente, plutôt qu'un chiffre précis, il vous faut définir une fourchette salariale, estimer le salaire minimum pour lequel vous accepteriez la mission, et le montant maximal auquel vous pensez pouvoir prétendre. Basez-vous sur des éléments concrets, votre expérience, votre profil, votre salaire actuel ou celui de votre dernier poste, sans oublier les avantages annexes tels que les primes et éventuellement la part variable. La 10e question, avez-vous des questions? Il s'agit souvent de la dernière question posée en entretien de recrutement. Il appartient au candidat de poser au recruteur toutes les questions restées en suspens. Privilégiez les interrogations montrant votre intérêt et votre curiosité pour le poste, environnement de travail, organisation de l'équipe, journée type, etc. C'est également l'occasion de demander quelles seront les prochaines étapes si votre candidature est retenue. Enfin, gardez à l'esprit que toutes ces questions ne s'apparentent pas uniquement à un rendez-vous en face à face et qu'elles pourront donc vous être posées lors d'un entretien téléphonique ou vidéo. Merci de nous avoir suivis et surtout n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner à cette chaîne YouTube, d'activer la cloche d'alerte pour ne pas rater des nouvelles vidéos et de laisser un commentaire si vous avez apprécié le contenu de la vidéo. Gérer le stress au travail, 10 conseils simples et pratiques. À un moment ou à un autre, une personne occupant un emploi peut être confrontée au stress au travail. En effet, tout travail peut comporter des éléments stressants et l'environnement qui l'entoure peut également produire des tensions et des pressions professionnelles. La gestion du stress est essentielle pour se sentir bien au travail et rester concentré, motivé, efficace, plus sereine dans sa bulle. Dans cette vidéo, nous allons vous donner 10 conseils pour vous aider à gérer le stress au travail de manière simple et pratique. Avant de poursuivre la vidéo, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche d'alerte et de laisser un commentaire si vous avez apprécié le contenu. Quels sont les principaux facteurs du stress au travail? Les causes du stress au travail sont multiples et ne doivent pas être prises à la légère, car elles affectent grandement la santé et le bien-être des employés et peuvent également peser lourdement sur la productivité de l'entreprise. Tout d'abord, il peut s'agir de la difficulté à s'exprimer devant un large public. En effet, il se peut que vous ne soyez pas à l'aise pour parler devant un public ou que vous n'ayez pas l'habitude de le faire, ce qui peut vous rendre anxieux. Cela peut également être dû, entre autres, à une charge de travail importante. Pour être stable mentalement et physiquement, un travailleur ne devrait pas travailler plus de 40 heures par semaine. Travailler des heures supplémentaires le soir ou le week-end peut causer beaucoup de stress. Le stress peut affecter les gens différemment selon la situation. Il peut être causé par le harcèlement moral ou physique sur le lieu de travail, les exigences exagérées d'un supérieur, le manque d'informations face à des responsabilités plus lourdes que la personne ne peut assumer. Les cas ci-dessus ne sont que des exemples, d'autres situations telles que les conflits de rôle, le manque de communication, l'absence de plan de formation. Les mauvaises pratiques de gestion sont également des facteurs qui causent du stress au travail. Les 10 meilleures solutions pour faire face au stress au travail. Avez-vous des difficultés à gérer le stress au travail? Vous sentez-vous mal à l'aise et subissez-vous un stress physique et émotionnel dans votre environnement de travail? Voici les 10 meilleures solutions pour vous aider à retrouver votre bien-être. Premier conseil, soyez clair et ouvert avec votre supérieur. Chaque lieu de travail comporte des facteurs de stress qui peuvent avoir un impact significatif sur votre bien-être.
Pour y remédier, vous devez entamer une conversation ouverte avec votre supérieur et faire des propositions pour trouver des solutions ensemble. Il ne s'agit pas de se plaindre de tout ce que vous vivez au travail, mais plutôt d'identifier les facteurs qui vous bloquent afin que vous puissiez retrouver votre motivation et votre force et surtout afin que vous puissiez donner le meilleur de vous-même au travail. Lors des discussions avec votre employeur, soyez précis sur les points que vous souhaitez améliorer. Si vous avez besoin d'aide pour améliorer vos compétences dans votre domaine, dites-le. Votre supérieur hiérarchique élaborera probablement un plan de formation, peut-être pas pour vous seul, mais aussi pour d'autres collègues qui en ont besoin. Il peut s'agir par exemple d'une formation bureautique telle qu'une formation Excel éligible au CPF ou autre. Dans tous les cas, cela peut être facile puisque chaque salarié a la possibilité d'utiliser ses droits à la formation grâce au CPF. De plus, cela vous permettra de suivre une formation en dehors des heures de travail. Il peut également s'agir d'un manque de matériel ou de ressources nécessaires. Vous pouvez donc expliquer à votre supérieur l'impact de celui-ci et le retard qui en découle sur la réalisation des missions ou le retard de la production. Plusieurs situations peuvent être à l'origine du stress au travail, comme le fait de ne pas se sentir à sa place, d'être insulté, de ne pas avoir la possibilité de donner son point de vue, mais si cela devient insupportable et affecte votre travail, il est préférable d'en parler à votre employeur. Deuxième conseil, participez à une activité sociale. Pour éliminer le stress, vous devez apprendre à vivre avec vos collègues, les mieux connaître, mais pour cela vous devez passer du temps avec eux. Pour cela, la meilleure solution est de participer à une activité sociale organisée par l'entreprise. C'est l'occasion pour vous d'ouvrir une discussion qui favorisera les échanges dans une bonne ambiance. Cela améliorera et promouvra la productivité et établira une meilleure collaboration entre les équipes. Toute activité proposée par l'entreprise est parfaite à condition qu'elle soit ludique. Il peut s'agir d'un team building, d'un séminaire, d'une soirée, d'un after-work, d'une journée d'évasion. Troisième conseil, lâchez prise de votre routine quotidienne et détendez-vous. De temps en temps, tout le monde a besoin de faire une pause pour recharger ses batteries. C'est essentiel pour échapper au stress chronique et à l'épuisement professionnel. En effet, notre cerveau et notre corps ont besoin de se déconnecter du travail pour reprendre des forces et retrouver un bon niveau de fonctionnement. Si possible, prenez un jour de vacances, déconnectez-vous du travail, éteignez votre smartphone. Éloignez-vous de tous les appareils connectés et profitez de la beauté exceptionnelle de la nature et de l'environnement qui vous entoure. Détendez-vous en allant dans un spa par exemple, en faisant du shopping, en voyageant. Vous verrez que cela vous aidera à donner de la force pour reprendre votre vie quotidienne et surtout vos activités professionnelles. L'essentiel est de rompre avec les routines quotidiennes et de faire le vide dans votre esprit pour réinitialiser votre cerveau. Quatrième conseil, réduisez votre temps de production. Vous avez l'habitude de faire des heures supplémentaires ? Votre corps est épuisé, c'est pourquoi vous êtes constamment stressé. Pour rester en bonne santé et être plus productif au bureau, vous devez penser à réduire votre temps de production. Il vaut mieux gagner moins que gagner plus, tout en tombant malade mentalement ou physiquement. Cinquième conseil, parlez à vos proches et acceptez leur aide. En partageant vos préoccupations avec vos proches, tels que vos collègues, les membres de votre famille et vos amis, vous atténuerez votre stress et vous aiderez à trouver la solution la plus appropriée à vos soucis. Vous pouvez également vous adresser à votre employeur pour qu'il mette à votre disposition des ressources de gestion du stress par le biais de l'assistance aux employés. Sixième conseil, pratiquez des exercices physiques. L'un des meilleurs moyens de lutter contre le stress est de faire de l'exercice. Cela vous aidera à évacuer votre stress et votre mal-être. Vous pouvez par exemple faire du vélo, faire du jogging, pratiquer le yoga, méditer ou pratiquer un sport que vous aimez comme le football. L'essentiel est que vous vous sentiez mieux. Septième conseil, passez du temps à réaliser vos activités préférées. Ne dites jamais que vous n'avez pas de temps à consacrer à vos activités préférées. Ne vous morfondez pas dans votre petit coin en avalant des choses malsaines qui peuvent vous rendre malade pour soulager votre stress. Au lieu de cela, sortez de votre zone de confort et allez vous amuser. Adonnez-vous à vos activités préférées. Si vous aimez lire, pourquoi ne pas vous rendre dans une bibliothèque et choisir un roman qui vous plaît ? C'est aussi l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes qui partagent le même hobby que vous. Si vous aimez les animaux, achetez un billet pour aller au zoo. Si vous aimez danser, appelez vos amis et allez-y. Les petites choses sont parfois les meilleurs remèdes pour retrouver le sourire et la force de lutter contre le stress lié à votre profession. Quelle que soit l'activité choisie, l'important est que vous vous sentiez bien et que vous puissiez reprendre vos activités professionnelles avec une nouvelle vision et de nouvelles pensées. Huitième conseil, équilibrez votre vie personnelle et votre vie professionnelle.
Vous ne devez jamais confondre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. En dehors du travail, vous devez vous concentrer autant que possible sur votre vie personnelle. En tout état de cause, cela dépend du poste que vous occupez et des responsabilités que vous assumez. Mais en général, dès que vous dépassez les 8 heures de travail par jour, vous ne devez plus être accessible à votre travail. C'est facile à dire, mais il est essentiel de fixer des limites si vous ne voulez pas vivre dans le stress et le faire subir à votre famille. Il faut bien équilibrer les deux domaines pour avoir un bon équilibre. 9e conseil, apprenez les techniques de méditation. La méditation peut atténuer la peur et le stress et vous aider à maintenir votre paix intérieure. Elle vous permet d'apprendre à vous détendre grâce à des exercices de respiration profonde. Grâce à la méditation, vous pouvez faire face au stress. En maîtrisant les techniques de méditation, vous serez en mesure de vivre votre journée calmement, sans crainte. Il suffit de pratiquer quelques minutes par jour. Les mauvaises pensées se dissiperont et les bonnes prendront leur place pour vous donner des pensées positives. 10e conseil, établissez une checklist. Si vous souhaitez mettre de côté le stress, il est essentiel que vous dressiez une checklist. Cela consiste en effet à établir les choses importantes à faire en priorité, en fonction de votre objectif principal. C'est la seule chose sur laquelle vous devez vous concentrer. Vous laissez tomber tout ce qui ne figure pas sur votre liste. Ensuite, une fois après avoir établi votre checklist, vous devez ensuite déléguer les tâches et demander de l'aide s'il le faut pour que le travail soit bien fait. Une bonne organisation ne peut que vous être bénéfique et vous évitera le désordre, qui est souvent une source de stress. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner à cette chaîne YouTube, d'activer la cloche d'alerte pour recevoir des nouvelles vidéos et de laisser un commentaire si vous avez apprécié le contenu de la vidéo. Top 10 des bons réflexes à avoir en tant que stagiaire. Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel pour tous les stagiaires en quête de réussite professionnelle, les 10 bons réflexes à adopter en milieu de stage. Que vous soyez sur le point de commencer votre premier stage ou que vous souhaitiez améliorer votre expérience actuelle, cette vidéo est faite pour vous. Restez avec nous alors que nous explorons ces conseils pratiques qui vous aideront à maximiser votre potentiel et à faire bonne impression dans votre environnement professionnel. Avant de poursuivre avec le visionnage de la vidéo, merci de cliquer sur le bouton j'aime, de s'abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Cette action te permettra à recevoir l'alerte sur les diffusions de nos nouvelles vidéos. Ceci dit, voici les 10 bons réflexes à avoir en tant que stagiaire. Premier bon réflexe, fais le point sur tes attentes et tes objectifs. Dans quel domaine as-tu des lacunes? Dans quel domaine excelles-tu? Quelles connaissances souhaites-tu développer? Préfères-tu travailler en autonomie ou être suivi régulièrement? Aimes-tu travailler en groupe? Quelle mission te paraît essentielle? Transformer ce stage en une expérience réussie requiert d'être préalablement au clair avec tes priorités personnelles et professionnelles. Ton stage doit être en cohérence avec ton propre projet de carrière, tes attentes et tes motivations. C'est pourquoi il est opportun pour toi de savoir exactement ce que tu recherches et où tu veux te perfectionner. Faire le point sur ses attentes et ses objectifs n'est pas l'étape la plus évidente, elle demande du temps et de la réflexion, mais elle est nécessaire pour faire de ton stage une expérience enrichissante. Tu dois savoir ce que tu veux et où tu veux aller, tout en étant pragmatique sur le fait que tu es en stage, et que tu es là pour apprendre. Deuxième bon réflexe, prépare au mieux ton arrivée. Préparer son arrivée en tant que stagiaire est la deuxième étape, mais aussi une des plus importantes. Afin d'être le plus à l'aise possible dès les premiers jours, il est plus que nécessaire de se renseigner sur le cadre de l'entreprise dans laquelle tu effectues ton stage, à savoir, positionnement, valeurs, équipe. Ces connaissances sont primordiales et te permettront d'appréhender au mieux ton arrivée. N'hésite pas à t'informer sur Internet, à travers le site de l'entreprise, et également les pages Facebook et LinkedIn. Plus tu en connais sur le cadre professionnel, mieux c'est, et tu donneras l'image d'un stagiaire motivé et qui souhaite rapidement s'investir. Troisième bon réflexe, adapte-toi au cadre de l'entreprise. Qu'entendons-nous par cadre? Les codes, les règles, les horaires propres à l'entreprise. Tu dois bien le savoir, le respect des règles est la clé d'une attitude professionnelle. Il est essentiel pour ton intégration de bien te conformer à cette culture d'entreprise, en respectant les codes vestimentaires, les horaires de travail, et les usages.
À toi d'adopter la bonne attitude et une bonne dose d'observation au préalable est nécessaire. Tu ne dois rien imposer, tu dois te fondre dans ton stage à l'étranger hors de tes potentielles zones de confort. 4e bon réflexe, sois ouvert d'esprit. En tant que stagiaire, il faut être préparé à tout. Sois ouvert d'esprit, communicant et flexible. Tu pourras être amené à être corrigé sur certaines de tes missions, alors il faut savoir reconnaître ses erreurs et se servir des critiques pour s'améliorer. Également, si tu penses avoir une suggestion pertinente à faire ou un bon conseil à donner afin d'améliorer certains points, n'hésite surtout pas à en faire part aux membres de l'entreprise. Toute suggestion est bonne à prendre, surtout quand elle est constructive et pensée. 5e bon réflexe, sois force de proposition. Si tu as été pris au sein de l'entreprise, c'est que ton maître de stage a tout intérêt à travailler avec toi. Les stagiaires sont perçus comme jeunes, dynamiques, remplis d'idées et avec un regard neuf sur les affaires. Débarrasse-toi de cette attitude dite « scolaire » et montre tes réelles capacités. Si tu sens que ton stage manque parfois de contenu, sois proactif et propose tes idées. Ou bien, demande de nouvelles missions, à voir si faisable ou pas. Idem s'il recherche des personnes pour des tâches que tu es à même d'accomplir, n'hésite pas à te proposer. Mieux vaut un étudiant qui fait preuve d'initiative que quelqu'un d'attentiste et blasé. Concrétise ce que tu peux, et distingue-toi en prouvant ta valeur ajoutée. Tu sais ce que tu as à offrir à l'entreprise, alors continue de travailler dans cette voie. 6e bon réflexe, reste humble. Point important, se montrer humble et ne jamais se vanter de ses bonnes idées. Comporte-toi toujours de manière professionnelle. Discute de préférence des aspects liés à tes missions plutôt que de t'étendre sur les résultats. Encore une fois, tu es jeune, et tu es là pour apprendre. Il est important de ne pas adopter un comportement hautain, surtout qu'avec les managers maltais, cela ne passera pas du tout. Favorise plutôt l'échange de connaissances avec tes collègues. 7e bon réflexe, sois poli. En arrivant au sein de l'entreprise, ton maître de stage sera ton unique repère de départ et ton contact précieux, alors autant faire bonne impression et tisser immédiatement un bon lien. Que ce soit avec le PDG, ou bien avec les autres membres de la société, sois poli et respectueux, tu ne connaîtras pas tout le monde, et tous les contacts sont essentiels. On ne sait jamais, tes collègues pourront être vecteurs de recrutement futur. Alors autant adopter immédiatement la posture du stagiaire idéal. 8e bon réflexe, fais des réunions. N'hésite pas à planifier des entretiens ou bien des calls avec ton maître de stage afin d'obtenir des feedbacks, retours, et d'avoir une meilleure idée de tes points forts, et des points sur lesquels tu dois t'améliorer. N'oublie pas qu'il est possible d'en tirer de précieux conseils. Et oui, recevoir des critiques, positives comme négatives, ne pourra que t'aider qu'à progresser. Ce sont des moments enrichissants, qui te permettent d'avoir un avis extérieur sur ton travail, et de t'améliorer en continu. 9e bon réflexe, maintiens le contact. Pars avec le plus de contacts possible. Il est très important de quitter son entreprise en bons termes, que tu aies apprécié ton stage ou non. Chaque expérience est l'occasion d'étoffer son carnet d'adresses professionnelles. Remercie tes collègues ainsi que ton maître de stage et entretiens le contact avec eux. Ils feront désormais partie de ton réseau et peuvent s'avérer d'une aide précieuse par la suite. N'hésite donc pas à leur écrire de temps à autre pour donner des nouvelles. 10e bon réflexe, valorise ton stage. Une fois le stage terminé, n'oublie pas de mettre à jour ton CV. Mais ne mentionne pas uniquement l'entreprise, décris et mets en avant les compétences et connaissances que tu as acquises et qui seraient susceptibles d'intéresser un potentiel futur recruteur. Maintenant on peut dire que tu as toutes les clés en main pour réussir ton stage et adopter l'attitude du stagiaire idéal. Merci de cliquer sur le bouton j'aime, de s'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. En conclusion, les 10 bons réflexes d'un stagiaire sont des éléments clés pour réussir et tirer le meilleur parti de votre expérience de stage. En adoptant ces pratiques dans votre quotidien professionnel, vous pouvez non seulement impressionner vos collègues et vos superviseurs, mais aussi acquérir des compétences précieuses pour votre future carrière. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et que vous la mettrez en pratique dans vos stages à venir. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec d'autres stagiaires qui pourraient également en bénéficier. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour plus de conseils et d'astuces sur le monde professionnel.